Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va parler du retour au bon voisinage entre le Mali et la Côte d'Ivoire après la grâce présidentielle et surtout après la libération des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, d'abord, votre première impression sur la grâce présidentielle accordée par le président malien Assimi Goïta. En fait, est-ce qu'il avait le choix? Moi, je crois que c'est plutôt cette question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il avait le choix? C'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que après un procès de 48 heures, les juristes seront les mieux placés pour me dire est-ce que on peut organiser en 48 heures un procès pour des accusations aussi graves que des éléments extérieurs qui viennent déstabiliser un pays? D'autant plus que les soldats ont plaidé non coupables. Ils ne sont pas dit nous acceptons la culpabilité. Est-ce qu'on peut le faire aussi facilement? En fait, en dernier ressort, c'est comme si le Mali cherchait une porte de sortie, j'allais dire honorable entre guillemets, parce que pour moi, ça ne l'est pas véritablement pour cette affaire-là, qui n'aurait tout simplement pas dû avoir lieu, comme je l'ai répété plusieurs fois sur ce plateau. Et donc, selon vous, le président Assimi Goïta n'avait pas le choix devant la pression et surtout l'ultimatum de la CEDEAO, devant les pressions à tous les niveaux. Mais sur la scène internationale, ils ont essayé d'avoir raison, mais qui les a soutenus? En tout cas, de mes lectures, de ce que j'ai regardé dans les médias, je n'ai pas vu à l'échelle internationale, sur le plan diplomatique, quelqu'un qui a soutenu le Mali. Même leurs partenaires russes. Le partenaire russe, je n'appelle pas ça un soutien. Tu sais, il y a certaines prises de position, c'est plutôt du bon, on est ensemble, on est ensemble. Je parle de gens qui regardent un problème de façon objective et qui, sur la base de ce problème, disent le Mali a raison. Je n'en ai pas vu. Pendant 6 mois que j'ai suivi cette affaire, je n'en ai pas vu une seule fois. Mais la raison est toute simple. Le problème avait été connu dès le départ. Parce que quand ils ont été accusés, le lendemain, immédiatement, la Côte d'Ivoire avait, les autorités ivoiriennes avaient fait une conférence de presse dans laquelle ils avaient montré ce problème administratif. Et ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu et ils ont dit le lendemain, ils ont réglé le problème puisqu'ils ont envoyé les documents administratifs le lundi, puisque c'était un dimanche qu'ils sont arrivés. Mais ce problème était réglé depuis longtemps. Maintenant, on a voulu mettre d'autres choses dedans. Et ça n'a pas marché parce qu'on a vu, c'est vrai, au départ, la MINUSMA, l'ONU ont tenu un discours qui n'était pas très compréhensible sur est-ce que c'était avec la MINUSMA, est-ce que c'était des forces qui viennent renforcer la MINUSMA. Mais par la suite, le discours de l'ONU a été très clair et constant. La troisième chose, c'était la 8e rotation. C'est-à-dire que c'était la 8e fois que des Ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire pour venir dans les mêmes conditions, pour faire exactement la même chose. Bon, où il fallait chercher un problème jusqu'à ce qu'on se retrouve pendant 6 mois avec des risques même que le Mali boude la CEDEAO, etc. Il n'y avait pas de quoi faire tout ça. Et maintenant, bien sûr, dans ces conditions, il fallait que le Mali trouve quelque chose pour sortir de cette affaire. N'oublions pas tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, parce que c'est terrible, quoi. Parce que on a dit que c'est des étrangers, c'est même pas, c'est pas des Ivoiriens. Bon, jusqu'à présent, on a parlé d'autres nationalités. Étrangers. Non, on a été très clair. On a dit Libériens, on a dit Sierra Léonais, on a dit Togolais même, en disant même que la médiation du Togo, c'est à cause de ça. Le Togo est dans des problèmes parce qu'il y a des Togolais dedans. Où sont-ils? En tout cas, sur le document du tribunal, où quand on te juge, on te demande qui tu es de telle nationalité, tu t'appelles tant, tu es né tant. Ce qui est écrit, c'est que tous ces soldats sont des Ivoiriens. Mais vous voyez tout ce méli-mélo, tout ce mélange qu'on a créé pour après finalement créer un fossé inutile entre une Côte d'Ivoire et un Mali qui partage énormément de choses d'abord et qui n'ont aucun intérêt à se retrouver dans une situation où il y a un conflit entre les deux pays à cause de la géographie, à cause de l'histoire, à cause des populations qui sont partagées, à cause de la présence dans un pays comme dans l'autre d'une partie de cette communauté. Mais sans compter ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est l'Union africaine, c'est une CEDEAO qui marche. Comment on peut y aller quand nos pays se mettent à s'affronter les uns contre les autres? Ça ne sera pas possible. Alors, à quel moment précis, Mamadou Diouf, vous avez senti que
la libération de ces 46 militaires restants est en vue? Il n'y a pas eu de moment chez moi, parce que franchement, je ne comprenais pas la démarche des autorités maliennes par rapport à une telle situation. Si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on en parlait, tout le monde disait on va les libérer, je t'avais dit je reste sur mes gardes. Et effectivement, ils n'ont pas été libérés en ce moment, bien que dans beaucoup de médias, on l'avait dit. Et si vous regardez, plusieurs fois, la libération est intervenue, il n'y a pas eu de libération. Donc, à un certain moment, moi, je ne retrouvais plus de logique dans ce qui se faisait. Mais une chose était claire chez moi, et je l'ai toujours dit, quel que soit Alpha, ces soldats vont être libérés. Puisque ceux qui ont suivi le problème dès le départ, il va être extrêmement difficile pour le Mali de garder ces soldats. Mais on a vu. Finalement, ils ont été libérés. On avait parlé d'échanges, j'allais dire de prisonniers, pour prendre l'image qui s'est passée entre la Russie et les États-Unis. Oui. Mais il n'y a pas eu d'échange de prisonniers à ma connaissance, tout en disant que je ne connais toujours pas encore ce qu'il y a dans le mémorandum. Mais certaines personnalités maliennes que le pouvoir en place veut poursuivre, qu'on avait demandé qu'ils soient extradés, ils ne l'ont pas été jusqu'à présent. Attendons de voir, est-ce que ça fait partie des clauses secrètes et que demain Abidjan pourrait les extrader? On n'a pas les éléments du mémorandum et ça même c'est un problème. Vous avez capturé toute la communauté internationale sur une affaire. Au moment de faire le dénouement de l'affaire, on le fait dans l'obscurité la plus totale. Vous signez un document que personne n'a vu. On ne sait plus qui a fait quoi, mais non. Il fallait publier ce document, qu'on sache comment le problème a été résolu, ce qui va nous permettre également de mieux savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Alors, on va demander aux réalisateurs de nous passer l'intervention du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Mais bien avant, il faut dire, Mamadou, que ces militaires ont été bien accueillis chez eux, à Abidjan. Mais tout à fait, à Abidjan, c'était le triomphe. C'était le tapis rouge. Le président les a reçus à la descente d'avion. Il était devant l'avion. Moi j'ai dormi tardivement ce jour-là parce que je voulais voir comment la Côte d'Ivoire va les accueillir, puisque dans le comment, on pouvait avoir une idée sur une Côte d'Ivoire qui se sent en situation de culpabilité, ou bien une Côte d'Ivoire qui se sent particulièrement à l'aise en recevant ces soldats. Et quand vous regardez, pour ne pas dire c'était la fête, c'était pas loin de la fête. C'était le tapis rouge. Pour eux, on avait prévu des tribunes, les familles étaient là. Quand le président a fini son discours, il y a eu la photo de famille. Mais au niveau de l'aéroport d'Abidjan, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, clairement, les Ivoiriens ont fêté leur retour et on a entendu le président dire clairement deux choses. Un, vous êtes des héros. Deux, vous n'avez rien à vous reprocher. Il a même, en bon Ivoirien, joué sur la durée du séjour en leur disant, bon, votre mission devait durer 6 mois, vous avez fait 6 mois, donc vous êtes en fin de mission. Allez, on va écouter le président Alassane Dramane Ouattara et on revient pour parler de ce retour, peut-être au bon voisinage entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous, heureux pour nos familles, heureux pour la nation. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères. Le Mali, il a dit que le Mali a besoin de la Côte d'Ivoire et vice-versa. Il a tout à fait raison. Il a parfaitement raison quand il le dit, et quand vous regardez dans son discours, vous remarquerez quand même qu'il n'a pas parlé des autorités maliennes. Il parle du Mali. Dans tout son discours, il a parlé des populations maliennes. Il a remercié tout le monde. Contrairement au communiqué du Mali, lui, il a même remercié le président de la CEDEAO, Mbalo de la Guinée-Bissau. Bon, ne parlons pas du Togo et de son président, parce que tout le monde a vu l'action qui a été posée de façon très forte par le Togo pendant 6 mois. Mais malgré qu'on a vu que dans le discours, il n'a pas parlé des autorités maliennes, mais il y a cette évidence historique, il y a cette évidence géographique, il y a cette évidence économique qui est là.
Les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des relations entre le président Assimi Goïta et le président Ouattara. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Et ces commerçants, ces gens qui sont dans l'élevage, etc., eux, ils avaient besoin que leur activité économique continue. Et il l'a reconnu également. Il y a des Maliens en Côte d'Ivoire qui travaillent, qui ramènent certes de l'argent au Mali, mais qui participent également à la production intérieure brute au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, il ne fallait pas aller vers un conflit dans une telle situation, comme je l'ai dit ici une fois, avec de très bons diplomates. Dès le départ, ce problème n'allait même pas faire du bruit. Mais on a cru avoir quelque chose dans un contexte où, bon, le président ivoirien avait été diabolisé un peu comme le bras armé de la France. Mais finalement, on a vu ce que ça a donné. Moi, j'apprécie cette partie du discours, puisque les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont jamais été mauvaises, il faut le dire également. C'est cet incident qui a failli créer des problèmes. Il serait bon, comme le président Ouattara l'a fait durant toute cette crise, en faisant preuve d'un homme d'État. Puisqu'on parle tout le temps des sanctions, finalement, quand les gens ont creusé, quand le président de la Guinée-Bissau a dit « nous n'allons pas sanctionner le Mali », les gens ont dit la CEDEAO a baissé les bras. Ouais. Mais en réalité, le président bissau-guinéen a été plus clair que ça. C'est le président Ouattara qui a dit pas de sanctions, ils sont en train de négocier avec les Maliens. Il avait dit avant même, et le président nigérien Bazoum a corroboré cela, que le président Ouattara a toujours parlé du bien du Mali. Oui, mais dans son discours, c'est revenu. Ils ont été tout le temps des partisans de la négociation pour résoudre le problème. S'il y a de la constance dans cette affaire, c'est la Côte d'Ivoire qui a été constante sur le fait que c'est un problème administratif. Réglons-le par la négociation. Maintenant, quand on reprend les mots otages, mercenaires que tout le monde a laissés, ce qui est une très bonne chose, mais les derniers mots qu'on a utilisés, c'est mal entendu. C'est mal entendu qu'on a entendu de la part des officiels du Mali, des officiels de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire, quand on dit malentendu, ça veut dire qu'il n'y a pas de fait. C'est dit, on ne s'est pas compris. Mais où sont passés les mercenaires en ce moment? Avec tout ce qui a été tenu comme discours, qui a enflammé les réseaux sociaux inutilement, aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? Il ne fallait pas créer ce problème parce que l'Afrique n'en a pas besoin. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire et le Mali seulement. On travaille à faire en sorte que les peuples africains soient unis pour faire un seul peuple. On travaille pour faire en sorte qu'il y ait une unité africaine qui soit réelle. Parce que malgré notre non-Union africaine, on est très loin d'une unité africaine. On travaille à la création de ce marché africain. Là, c'est le cas qu'on n'a pas encore réussi. Mais comment on peut réussir toutes ces activités si sur la base d'un malentendu, deux pays peuvent, si on n'avait pas pris garde, aller vers un conflit ouvert en bonne et due forme? Et vous imaginez s'il y avait un conflit et qu'on finisse le conflit dans les négociations pour dire qu'il y a un malentendu, mais on va se demander si ces gens-là étaient véritablement des hommes à la hauteur de ce qu'on appelle un homme d'État pour pouvoir tomber aussi bas face à un malentendu. Le président Ouattara est allé loin même. Il compte inviter le président Assimi Goïta à Abidjan. Mais c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il faut revoir tous les discours des officiels ivoiriens pendant 6 mois. À chaque fois qu'ils ont monté le ton, c'est pour répondre. Quand les Maliens ont qualifié les militaires de mercenaires, ils ont répondu en parlant d'otages. Mais vous n'avez pas vu de la part de la Côte d'Ivoire, je parle des officiels, puisque ce qui s'est fait au Mali, ce qui s'est fait un peu partout, s'est fait également en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de ceux qui parlent au niveau des réseaux sociaux alors qu'ils ne représentent pas grand-chose. Mais quand vous regardez le discours ivoirien, je disais tout à l'heure que c'est un discours qui a été constant sur 2 choses. C'est un problème administratif. 1. 2. Réglons-le par la négociation. Et maintenant, puisque les informations sortent, on a plus d'informations. On en aura davantage parce qu'on saura ce qu'il y a dans ce fameux mémorandum-là. Ils ne pourront pas le cacher ad vitam aeternam. On saura ce qui s'est passé pendant le procès et ça sera des arguments supplémentaires pour savoir est-ce que ça valait la peine qu'on en arrive à une crise pendant 6 mois entre la Côte d'Ivoire et le Mali et que la crise même finisse par toucher la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, puisqu'on s'est retrouvé finalement dans tout ça. Le secrétaire général de l'ONU s'est lui-même prononcé et j'avais dit ici à l'époque, s'il dit ce ne sont pas des mercenaires,
et qu'il agite, c'est évident. Il faut faire très attention à cette affaire-là parce qu'il y a des choses qu'on ne nous a pas dit. Retour au bon voisinage, c'est le président Ouattara qui tend plus la main. Est-ce que cette main sera reçue par le président Assimi Goïta? En principe, il n'a pas le choix. Parce que Ouattara, je ne suis pas du tout d'accord avec son troisième mandat parce qu'il a fait un coup d'État constitutionnel pour prendre son troisième mandat, donc c'est un problème. Malheureusement, dans la réalité diplomatique, on accepte aujourd'hui plus les coups d'État constitutionnels que les coups d'État militaires. Le Mali a intérêt, puisque ces autorités actuelles sont arrivées au pouvoir sur la base d'un coup d'État, à aller plutôt dans le sens de vivre avec ses voisins. Vous avez vu l'attitude du Burkina, il y a eu coup d'État, mais ils ont commencé par accepter que c'est un coup d'État, ils ont commencé par accepter qu'ils ont fait entorse à la Constitution, mais ils se sont mis dans une logique de négociation qui fait que finalement, c'est comme si les gens oublient qu'il y a eu coup d'État au Burkina également. Mais le Mali avait pris une autre logique qui consistait à vouloir dire non, c'est les Maliens, ce que nous faisons c'est pour les Maliens, comme si le Mali pouvait exister en dehors de la CEDEAO, de l'Union africaine et du monde. Donc, pour moi, le président Goïta a intérêt à aller vers Alassane Ouattara. Ouattara a montré de quoi il est capable. À partir de la diplomatie, il a fait libérer ses soldats. Il peut très certainement aider également les Maliens sur bien des plans, comme il l'a dit. La Côte d'Ivoire a besoin du Mali, le Mali également a besoin de la Côte d'Ivoire. Allez, on va marquer la petite pause. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On va avoir une autre version de la situation avec notre invité après la pause. C'est un journaliste togolais, Luc Abaki.